Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes aujourd'hui ici pour vous présenter comment augmenter votre entreprise avec les agents. Ça va tourner autour des agents, comment vous pouvez utiliser ça pour optimiser le travail de chaque individu de votre entreprise. Ça, c'est l'agenda du jour, c'est ce qu'on va vous présenter. Bien sûr, on va vous présenter un DW, on va faire une introduction au concept de agent, vous donner un peu d'histoire qui va vous permettre de mieux comprendre les agents et où et comment les utiliser. On va faire un deep dive dans 2 use cases qui sont l'automatisation des processus internes et le deuxième use case, c'est les chatbots. Après, on va voir l'écosystème Copilot et les agents, comment ils vivent ensemble, comment les utiliser ensemble. Et bien sûr, on aura une dernière partie sur les solutions sur mesure, si ce qui existe en standard avec Copilot, Copilot Studio, etc. ne répond pas à votre besoin. Et on terminera avec une démonstration d'un use case multi-agent, une petite conclusion et une session questions-réponses. C'est bon? Alors, qui sommes-nous? MDW, on est un cabinet de conseil spécialisé dans la gestion de relations clients et collaborateurs, ainsi que la data et l'intelligence artificielle. Notre mission, c'est vraiment d'aider nos clients à maximiser l'utilisation de la donnée qu'ils ont et des technologies qui existent pour offrir la meilleure expérience à leurs clients, mais à leurs collaborateurs aussi, tout en exploitant pleinement le potentiel de l'intelligence artificielle. Alors, on existe dans 3 pays, en France, en Espagne et en Suisse. On est plus d'une 50aine d'employés aujourd'hui et nous avons plus de 80 clients actifs avec une note de satisfaction client de 4,79. Alors, nos piliers d'expérience. MDW, on a 3 expertises, la data platform, l'intelligence artificielle et la BizApps. Comment ça se rejoint? Alors, tout simplement, on va prendre votre data, on va faire tout ce qui est autour de la data platform, la nettoyer, la modéliser, les master data, etc. Comme ça, elle est prête à être utilisée. Toute la volumétrie de données que vous avez, exploitable. On rajoute une couche d'intelligence artificielle pour rendre cette donnée-là actionnable. D'accord? Et pour finir, on va mettre à disposition ces informations-là et ces actions entre les mains des utilisateurs avec les business applications, que ce soit du CRM ou du low-code avec de la Power Platform ou de l'analytics avec du Power BI et Fabric. OK? Alors, on est pure player Microsoft, d'accord? C'est notre partenaire privilégié, ce qui veut dire qu'on a la possibilité d'activer des fonds de pre-sales et de post-sales pour vos projets, que ce soit en data AI ou en business application sur les CR. D'accord? On existe depuis 2020, on a au jour d'aujourd'hui 6 awards. Chaque année, on a un award qui est une reconnaissance de Microsoft sur nos projets. Et l'année dernière, on était partenaire global Microsoft et cette année, on est partenaire de l'année sur Azure. Next. Merci. Alors, on va faire un petit overview des listes d'offres BizApps. La première, c'est on peut vous aider, faire un cadrage et vous aider à choisir la meilleure solution CRM pour vous. Le deuxième point, c'est on peut mettre en œuvre cette expertise. On a les doubles casquettes expertise métier et technique. Ça veut dire notre connaissance de la solution nous permet de vous conseiller au mieux pour avoir la meilleure solution pour votre besoin. On a bien sûr une offre de conduite de changement pour améliorer le niveau d'adoption de votre CRM. Et pour finir, on offre aussi, vous avez la possibilité de faire un audit de votre solution avec des recommandations à la fin, bien sûr. Alors, c'est quoi les briques métiers Next? Les briques métiers concernées, on va avoir la vente, on va avoir le service client, on va avoir le contact center pour les appels, les centres d'appel. Et pour finir, on va avoir toute la partie marketing et CDP. CDP, c'est la solution qui va vous permettre de unifier la vision de votre client à partir de différentes sources de données pour optimiser bien sûr votre segmentation
et derrière optimiser le ROI de votre marketing. Alors, on va passer aux choses qui nous intéressent aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Le but, c'est de donner à chaque personne de votre organisation, un moyen d'accomplir davantage, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le poste de cette personne-là. Aujourd'hui, l'AI avec les agents, ils peuvent leur permettre de faire plus. D'accord? Comment ça? En à partir en enrichissant l'expérience de l'employé, réinventer l'engagement, des clients et bien sûr remodeler les processus d'entreprise pour les optimiser et inclure le plus possible d'automatisation avec l'intelligence artificielle et tout cela en prenant le virage de l'innovation. Et je vais donner la main à Dylan qui va nous détailler toute cette partie-là et on va voir ensemble comment MDW peut vous accompagner pour trouver les meilleurs use cases et comment optimiser votre quotidien avec les agents. À toi. Merci Lamia. Alors bonjour à tous, moi je suis Dylan Sadoudi, donc spécialiste en IA générative chez MDW et mon rôle c'est de développer des solutions en entreprise qui tirent parti des avancées en matière d'IA générative. Donc aujourd'hui on va essayer d'abord de répondre à des interrogations comme que sont les agents, pourquoi on en entend parler, et pour ça on commencera par une introduction au concept d'agent. Alors il y a 3 points qu'il est important de souligner avec les agents. D'abord, la définition la plus globale. Un agent d'intelligence artificielle, c'est un système ou un programme qui est capable d'exécuter des tâches de manière autonome et autodéterminée pour le compte d'un utilisateur ou d'un autre système. Donc, dans cette définition, on voit système ou programme, rien d'innovant. Exécuter des tâches de manière autonome, rien d'innovant pour l'instant. Ici, ce qu'il est important de noter, c'est la notion d'autodéterminé, ce qui veut dire qu'il est capable de s'auto-suggérer des tâches en fonction de l'objectif qu'on lui donne. Ensuite, on voit qu'il est capable d'interagir avec son environnement, de collecter des données, de concevoir son propre workflow et d'utiliser les outils disponibles, voire d'apprendre. Ici encore, on a la notion d'autodéterminé qui est traduite par la capacité à concevoir son propre workflow, mais on a aussi la notion d'environnement avec lequel il est capable d'interagir en entrée, en collectant des données, ou en sortie, via l'utilisation d'outils qu'il a à sa disposition. Et on a aussi la notion d'apprentissage qui lui permet de s'améliorer dans l'exécution de sa mission. Enfin, on voit que le concept d'IA agentique peut s'appliquer aux chatbots, aux assistants et aux automatisations, donc des cas d'usage que vous connaissez déjà, et on va voir ça plus en détail. Donc, voici un schéma qui représente les tâches d'une entreprise en fonction de leur complexité. On a du plus simple à gauche au plus complexe à droite, et on a aussi leur positionnement en termes de type de tâche, c'est-à-dire entre l'action en bas, l'action agir, traiter des données, et la discussion en haut, donc plus d'interaction humaine et plus de supervision. Et on a toutes les organisations qui ont des tâches qui s'étalent sur tout le spectre. On va placer sur ce schéma les automatisations, les assistants et les chatbots pour voir comment ils se distinguent à niveau de complexité égale, donc sur une verticale. Et on va d'abord commencer par l'automatisation. L'automatisation, son rôle, c'est de réaliser des tâches pour vous. Donc on est sur de l'action pure, sans interaction. Et donc on la place tout en bas. Traditionnellement, on dit que les automatisations elles sont faites pour réaliser des tâches qui sont répétitives, donc simples, mais c'est pas vraiment par définition, c'est plutôt par faute de mieux. C'est parce que ces tâches sont tout simplement plus simples à automatiser. Ensuite, on a le chatbot qui répond à des questions pour vous. Donc on est sur de l'interaction pure, sans action pour l'instant, donc tout en haut. Et on peut le voir comme une automatisation de la réponse. Mais idéalement, quand on met un chatbot en place, ce qu'on voudrait, c'est automatiser le contact client, pas juste la réponse. Et pour l'instant, on s'en satisfait par faute de mieux. Enfin, on peut placer l'assistant. Donc l'assistant, lui, on peut lui parler et il peut réaliser des tâches pour nous. Donc il est à mi-chemin entre le chatbot et l'automatisation. Souvent, on parle d'assistant quand un système réalise des tâches qui sont connexes à notre activité principale, donc sur la base de commandes qu'on lui donne, mais pas de tâches de A à Z. Et quand on parle d'agents, on imagine souvent des systèmes qui sont complètement différents de ces 3 cas d'usage, alors qu'en réalité, l'IA agentique, donc, dont je vous ai donné la définition plus tôt, c'est une technologie et on peut l'intégrer dans ces cas d'usage qu'on connaît déjà pour les augmenter. Alors, intégrer de l'IA agentique dans ces 3 types de solutions, ça permet de les rendre capables de réaliser des tâches qui sont plus complexes et d'élargir leur champ de compétences.
D'abord, l'automatisation, elle devient meilleure. Elle n'est plus cantonnée qu'à des suites de tâches prédéfinies, donc on peut automatiser des tâches qu'on pensait trop complexes jusque-là. Et on peut aussi interagir avec ces automatisations en langage naturel, comme on va le voir dans la suite. Ensuite, le chatbot, il se met à générer de meilleures réponses. Il gère surtout l'interaction avec l'utilisateur et pas juste la réponse. Et maintenant, on peut le doter de capacités d'action, donc comme un assistant. Enfin, lui, l'assistant, il bénéficie du meilleur des deux mondes, donc il étend ses capacités et il devient plus autonome, donc aussi capable de réaliser des tâches plus complexes. On voit en fait qu'en intégrant de l'IA agentique dans ces trois cas d'usage et ces trois types de solutions, elles tendent à se confondre pour devenir ce qu'on appelle des solutions agentiques, ou plus simplement des agents, qui sont capables de gérer tout le spectre des tâches quotidiennes d'une entreprise. Donc on peut s'interroger sur la différence entre les agents et les modèles de langage, les Large Language Models, qu'on abréviera par LLM, et principalement en fait parce que c'est deux révolutions en IA générative qui arrivent de manière conjointe, et ça peut être flou. Alors, comme on l'a vu... Les attentes de l'ensemble de la NPC aujourd'hui, tout semble cohérent. Alors, comme on l'a vu, les agents, ce sont ces systèmes ou programmes qui sont capables d'interagir avec leur environnement, de collecter des données, de concevoir leur propre workflow et d'utiliser des outils qu'on met à leur disposition, voire d'apprendre. Les modèles de langage, quant à eux, sont des modèles qui sont conçus pour comprendre et générer du texte en langage naturel. Donc, ils peuvent que comprendre et générer du texte et pas effectuer d'action. Alors, le lien, il existe entre ces deux types d'objets. Le lien, en fait, c'est que les LLM, ils s'intègrent dans les agents pour en devenir en quelque sorte le cerveau. Et ces LLM, du coup, ils gagnent au passage les capacités d'agir de manière autonome et d'interagir avec le monde réel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est justement les avancées fulgurantes en matière de LLM, notamment les modèles de raisonnement, qui permettent des avancées en matière d'agents. Alors, j'ai parlé des LLM qui deviennent le cerveau des agents, et c'est une analogie qu'on peut pousser pour comprendre de quoi sont constitués ces agents. Ici, on peut voir en première ligne que les LLM ils correspondent bien au cerveau de ces systèmes, donc la fonction associée étant le raisonnement et les capacités associées étant raisonner, planifier, s'adapter. On peut également voir que les autres capacités du vivant ont aussi leur homologue digital dans les agents. Donc d'abord la perception en temps réel, qui correspond aux yeux, aux oreilles ou au sens en général chez un animal, et qui lui permettent de voir, lire, entendre ou sentir. Elles sont assurées dans les agents par tous les moyens qu'ils ont de collecter de l'information sur leur environnement, que ce soit la lecture d'un message, la réception d'une notification, d'un appel ou une requête à une base de données par exemple. On a aussi la perception du passé, qui correspond à la mémoire ou à l'expérience chez les êtres vivants, et qui leur permet de se souvenir de ce qu'ils sont en train de faire pour la mémoire à court terme, d'accéder à des données passées pour la mémoire à long terme, ou même d'accéder à leur propre passé via l'expérience. Donc cette fonction elle est assurée dans les agents par tous les moyens qu'ils ont de stocker et d'accéder à de l'information à court ou long terme. Ensuite, on a la capacité d'action. Elle correspond aux mains ou à la voix chez un être vivant et elle lui permet d'agir sur le monde et de communiquer. Et chez les agents, cette capacité elle se manifeste par des outils. Donc il faut retenir ce mot outil, qui est la dénomination qu'on donne aux capacités d'action qu'on donne aux agents. Et ces outils sont mis à la disposition de l'agent, comme par exemple la capacité d'envoyer des messages, d'appeler, de faire des requêtes, en lui fournissant pour chaque outil un mode d'emploi pour savoir quand et comment l'utiliser judicieusement, en fonction de la tâche qu'il a à accomplir. Et enfin, on a la personnalité ou la fiche de poste dans le vivant qui régissent le comportement d'un être vivant. Et ici, l'équivalent dans un agent, ça va être l'objectif qu'on va lui donner, ou les objectifs qu'on va lui donner, et aussi les différentes spécificités qu'on va mettre dans son prompt. Donc son prompt, c'est-à-dire le texte qui régit son comportement. Il y a donc de nombreux composants qu'on peut inclure dans un agent pour lui fournir des capacités, et on a certaines de ces capacités qui nous sont déjà familières parce qu'elles sont présentes dans les systèmes actuels sans qu'on les qualifie couramment d'agents. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence majeure, elle est apportée par les LLM, encore une fois. Et pour mieux comprendre l'impact de ces LLM sur les capacités des agents, et pourquoi donc on entend parler des agents autant maintenant, on va s'intéresser aux différents types d'agents. Alors ce schéma représente les différents types d'agents, donc conceptuellement du plus simple en haut à gauche au plus complexe en bas à droite. On voit sur la colonne de droite que ces différents types d'agents ils correspondent au déverrouillage de capacités majeures
qu'un agent peut ou ne pas avoir. De la même manière que les êtres humains ont déverrouillé la conscience, ça a un impact sur la capacité qu'on a. Donc ces capacités, elles sont, par exemple, prendre des décisions avec des règles basiques, le niveau le plus simple, ensuite avoir un modèle interne du monde, et enfin être capable de prendre des décisions complexes. On va rentrer plus en détail pour comprendre. Et sur le premier type d'agent, l'agent réflexe simple. Alors, l'agent réflexe simple, c'est le type le plus simple d'agent. Il agit uniquement sur la base de la perception actuelle, il n'a ni mémoire ni interaction. Et on peut voir sur le schéma qu'il reçoit en entrée une perception du monde et qu'en fonction de règles qui sont prédéfinies et de cette perception, il agit. Donc on va voir à quoi ça ressemble cet agent réflexe simple dans un agent qui serait lui basé sur un modèle de langage. Et l'intérêt en fait de ces raisonnements en modèle de langage, c'est qu'on peut directement accéder au raisonnement de l'agent sous forme de texte. Il raisonne sous forme de messages et d'une suite de phrases. Donc on peut y accéder, le lire et le comprendre. Ici on prendra l'exemple d'un agent qui est chargé de gérer la clientèle d'un café. Donc imaginons cet agent, il reçoit une perception, un homme est entré dans le café, une de ses règles s'active, si un client entre, alors on le salue, et il exécute l'action de message de bienvenue. Donc on comprend donc pourquoi on l'appelle l'agent réflexe simple. Réflexe parce qu'il s'active en pure réaction face à un stimulus, simple parce que son fonctionnement est simple. Et il en existe une version qui est plus complexe. Donc l'agent réflexe basé sur un modèle, il est très similaire à l'agent réflexe simple. On a toujours une perception en entrée, on a toujours des règles qui déterminent quelles actions on va faire à la fin, mais on voit qu'entre les deux, on a un modèle du monde qui s'est interfacé. Alors ce modèle du monde, il est constitué des perceptions, il est alimenté en fait par les perceptions que reçoit l'agent et l'accès qu'il a à une mémoire. Et en fait, ce modèle du monde, c'est un mot qui signifie qu'il a une représentation, une vision du monde, il se fait une représentation de son environnement, et donc cette représentation de son environnement, elle conditionne ses actions. Donc sur notre exemple de l'agent qui gère les clients d'un café, ce modèle du monde, ça va être cette mémoire, ici, qui contient le nombre de personnes dans le magasin, et qu'il tient à jour. On voit qu'il ajoute une nouvelle personne quand un homme entre dans le magasin, et on voit qu'il a aussi l'heure de la journée. Il applique toujours une règle, mais cette fois-ci il tient compte du modèle du monde, donc on voit que comme l'occupation du magasin elle est supérieure à 10 personnes, le magasin est bondé, alors on refuse l'entrée au client, et on voit que la mémoire elle a donc permis d'avoir en fait l'émergence d'un modèle du monde, et que ça permet déjà d'améliorer grandement l'autonomie de l'agent en lui ajoutant simplement une mémoire. On continue à construire sur l'existant. Donc on a l'agent réflexe qui est basé sur des objectifs. Il reprend encore une fois tous les composants des agents précédents. On a toujours une perception en entrée qui donne lieu à un modèle du monde. Qu'en sortie, il déclenche toujours ses actions en fonction de règles. Mais entre les deux, on voit deux nouveautés. D'abord en violet que des objectifs lui sont fournis. Et ensuite, on voit que l'agent il combine ses objectifs avec son état interne, donc sa vision du monde, pour générer une planification des actions à mener pour atteindre ses objectifs. On revient avec notre exemple qui n'a pas changé, si ce n'est qu'on a maintenant des objectifs. Ici, on a accueillir les clients et faire découvrir à chaque client sa boisson chaude préférée. Et on voit que ces objectifs ils sont utilisés par le modèle de langage pour planifier des actions, et que le modèle du monde, ici, l'occupation du café, elle pousse l'agent à choisir, avec une règle toujours, l'action la plus rapide. Donc ici, on sélectionne juste l'action la plus rapide avec une règle basique, mais avec une légère variante, on peut faire encore mieux. L'agent basé sur l'utilité. Donc on continue à construire sur l'existant. On a toujours en entrée une perception, toujours un modèle du monde, toujours des objectifs qui donnent lieu à une planification, mais la différence cette fois-ci, elle est dans la manière dont l'agent va choisir quelle action il va mener. Donc plutôt qu'appliquer une règle qui est prédéfinie, il a une fonction d'utilité. Et cette fonction d'utilité, elle lui sert à quoi? À calculer l'impact, donc la rentabilité, on va dire, de chaque action en fonction de tout un tas de paramètres, et ça lui permet de choisir en fait la meilleure action à mener. Donc toujours avec notre exemple de café,
on voit que pour chaque action, on avait une planification. Et cette fois-ci, dans la planification, on va calculer un score pour chaque action par rapport aux objectifs qu'on a. Donc l'accueil standard a une rapidité de 0,9, une satisfaction de 0,6. Et de cette manière, en fait, en appliquant la fonction d'utilité, qui est un simple calcul qui a deux paramètres, deux poids, W1, W2, on peut calculer pour chaque option son score d'utilité et sélectionner le maximal. Et donc ce type d'agent, il peut trouver le meilleur compromis entre plusieurs objectifs. On pourrait aussi avoir une variante qui fonctionne par priorité et qui d'abord réalise le premier objectif et regarde après dans la suite s'il y a de la bande passante pour réaliser les autres. Ce serait un agent rationnel, mais ce type d'agent il est déjà très généraliste et il couvre la plupart des cas. On peut déjà faire des choses très complexes avec ce genre de raisonnement. Donc on peut assez facilement en fait comprendre les raisonnements des agents en regardant le raisonnement en langage naturel. Le dernier type d'agent, c'est l'agent apprenant. Donc tous les agents ne sont pas obligés d'apprendre, mais on peut leur ajouter des facultés d'apprentissage si on le souhaite. Et donc il a cette faculté d'apprendre. On a tous les composants qu'on avait précédemment, donc tout le mécanisme de décision qu'on avait avant, mais cette fois-ci, on a en plus le fait que l'agent, après avoir agi, il récupère un feedback de son environnement qu'il accumule, donc qu'il stocke, et dont il se sert pour évaluer la performance et la pertinence de ses actions. Il peut générer des critiques et il peut tirer des leçons pour améliorer son fonctionnement futur. Donc, dans notre exemple du café, on se place au moment où l'agent a déjà décidé de ce qu'il voulait faire, il a déjà exécuté son action, il a fait un accueil standard rapide. Maintenant, il va récolter un feedback, donc il a une réaction plutôt froide du client, il mesure que le temps d'attente du client a été de 30 secondes, et on voit qu'il stocke ce feedback dans son élément d'apprentissage, qu'on peut implémenter de la manière qu'on veut, mais conceptuellement, il garde du recul sur ses comportements passés. On peut voir qu'il s'autocritique, donc par rapport à la réussite de ses objectifs, la satisfaction doit être augmentée. Donc il ajuste les poids. Le poids qu'il accorde à la satisfaction client, il va l'augmenter pour que dans le futur, il donne plus de poids aux options qui améliorent la satisfaction client. Et on voit aussi qu'il a un générateur de problèmes, donc on appelle comme ça, mais qui peut aussi techniquement être un générateur de solutions, qui lui est chargé d'avoir des idées. Et on voit ici qu'il suggère d'améliorer l'accueil rapide, et il a l'idée d'ajouter un sourire en faisant cet accueil rapide, ce qui peut avoir un impact positif sur la satisfaction client. Donc voilà, pour l'agent apprenant. Bien entendu, alors quand on parle de système autonome, de système apprenant, c'est naturel d'avoir des considérations au niveau du contrôle et au niveau de la sécurité. Donc on va voir quelques bonnes pratiques pour bénéficier de ces avancées en matière d'autonomie, tout en garantissant un contrôle sur ces systèmes. Alors comment contrôler l'agent ? Le premier aspect du contrôle d'un agent, c'est de garantir une bonne spécification des objectifs. Donc définir des objectifs et des contraintes claires, des critères de succès qui sont mesurables, et des frontières opérationnelles et des limites pour avoir un périmètre clair pour l'agent. Ensuite, bien entendu, il faut toujours s'assurer d'avoir des moyens de garantir la sécurité et la fiabilité. Donc c'est assez spécifique pour les agents, mais avoir des procédures d'escalade claires, c'est-à-dire que l'agent, face à une situation de doute, est capable de contacter un interlocuteur humain qui est son référent, avoir des procédures d'arrêt facilité, comme tous les systèmes, et aussi la capacité de maintenir une surveillance humaine, donc le concept d'human in the loop, donc avoir un humain dans la boucle, c'est un concept diagentique qui permet d'avoir un être humain en fait tout simplement qui est intégré dans la chaîne de décision de l'agent et qui peut valider certaines actions critiques ou les remettre en question, comme on va le voir dans la suite, mais c'est un concept qui est assez prédominant dans l'IA agentique. Il faut aussi avoir idéalement des comportements de repli pour les situations critiques. Donc s'il y a un souci par exemple de serveur, que fait l'agent? Est-ce qu'il interrompt ses actions? C'est bien d'avoir prédéfini ces options. C'est important de mettre en place, comme pour tous les systèmes encore une fois, un contrôle des performances, donc suivre les mesures d'efficacité de l'agent, contrôler les modèles d'apprentissage si on a mis de l'apprentissage et contrôler que l'agent apprenne bien dans la direction qu'on veut, et évaluer régulièrement la réalisation de ses objectifs. Enfin, comme sur tout projet, le déploiement doit être pensé pour garantir ce contrôle. Donc,
commencer avec un scope limité et l'augmenter graduellement, ce qui permet d'avoir un recul sur les performances de l'agent, et réaliser des tests approfondis, bien sûr, avant le déploiement. Au-delà de ces bonnes pratiques, on a deux approches qui permettent d'ajuster donc l'éternel compromis qu'on a entre l'autonomie et le contrôle. Ces deux approches, elles s'appellent l'approche Ryu et l'approche React. Donc, l'approche Ryu, c'est une approche qui privilégie le contrôle à l'autonomie. Ici, on a l'agent qui fonctionne en 3 étapes. Il planifie toutes ses tâches, ensuite il les exécute, et ensuite il combine les résultats de ces tâches avant de renvoyer un résultat. Donc elle privilégie le contrôle, pourquoi ? Parce que comme l'agent il planifie toutes ses tâches avant de faire quoi que ce soit, c'est facile d'intégrer un humain dans la boucle, donc le human in the loop dont je parlais plus tôt, qui a pour rôle en fait de valider le plan avant d'exécuter la moindre tâche. Par contre, le compromis, c'est que l'agent il est moins autonome, parce que si une des tâches qu'il a planifiées, elle renvoie pas le résultat voulu, bah, tout son plan, du coup, il est compromis, et il peut pas forcément trouver la solution. Donc, Ryu, ça va être le contrôle plutôt que l'autonomie. Et ensuite, on a l'approche React, qui, elle, privilégie l'autonomie au contrôle. Donc ici, l'agent, il pense, il agit, il observe le résultat, et il s'adapte en boucle. Et cette approche a privilégié l'autonomie parce que l'objectif d'avoir une boucle, c'est que l'agent il puisse expérimenter et itérer et adapter son plan au fur et à mesure pour arriver au meilleur résultat. Donc il est mieux équipé pour rencontrer des obstacles et les contourner de manière autonome. Alors on peut résumer les différences entre ces deux approches dans ce tableau. On a, comme on l'a mentionné, une approche qui, elle, privilégie le contrôle, qui a une consommation plus faible parce qu'on ne planifie qu'une seule fois, qui va plus vite parce qu'une fois qu'on a planifié, on sait tout ce qu'on a à faire et on peut le faire en parallèle, mais malheureusement qui est plus fragile face au changement. Et on a l'approche avec une boucle, donc React, qui a une consommation plus élevée parce qu'on replanifie à chaque fois, qui a une exécution plus lente parce qu'on exécute les tâches au fur et à mesure, vu qu'on utilise le résultat d'une tâche pour adapter le plan à chaque fois, mais par contre qui est plus adaptative et plus autonome parce qu'on fait toujours évoluer le plan en cours d'exécution. Donc maintenant qu'on a vu ces grands concepts qui permettent de comprendre les tenants et les aboutissants de l'IA agentique, on va maintenant voir comment on peut créer des solutions multi-agents. Donc ce sont des véritables écosystèmes où chaque agent a son rôle et collabore avec les autres pour gérer des problèmes qui sont plus complexes. Donc pour créer ces solutions multi-agents, il y a plusieurs architectures et qui sont assez comparables aux organisations humaines de répartition des tâches. Alors la plus simple des architectures, c'est l'architecture superviseur, où on a un superviseur qui fait appel à des outils pour réaliser ses tâches. Il choisit lequel utiliser. Ces outils, ça peut aussi être d'autres agents, vu qu'il fait appel à eux, on peut aussi considérer que ces outils sont d'autres agents. Et le superviseur, il prend toutes les décisions sur quel outil ou quel agent appeler et dans quel ordre. Donc c'est une architecture, on le verra, qui est parfaitement adaptée pour les chatbots agentiques. Ici, on a tout qui est centralisé, vu que chaque agent communique uniquement, chaque outil communique uniquement avec le superviseur, et ça simplifie la gestion, mais on a toute la responsabilité qui pèse sur ce superviseur. Donc, ensuite, on a l'architecture hiérarchique. Donc, vous l'aurez reconnu, elle ressemble beaucoup aux organigrammes des entreprises. Ici, on a un orchestrateur principal qui répartit les tâches à des superviseurs, qui eux-mêmes les répartissent à des exécutants. Donc, c'est une extension de l'architecture superviseur, on a juste rajouté des niveaux de hiérarchie. Donc, elle permet d'avoir une hiérarchie qui est plus ou moins détaillée, on peut aller aussi loin qu'on veut. Et l'intérêt, c'est qu'elle autorise des flux de contrôle qui sont plus complexes. Donc on peut segmenter la responsabilité et la criticité des tâches de manière plus précise. Donc ça permet une gestion efficace pour les grands systèmes. On a le flux de travail personnalisé. Donc techniquement ce flux de travail, ça ressemble à des sortes de chaînes de production. On a chaque agent qui communique avec certains des autres agents. Et on a que certains agents qui ont le choix entre plusieurs agents avec qui communiquer. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur certaines portions du flux, on a prédéfini en fait l'ordre dans lequel les agents doivent travailler. Donc on sait exactement que cette tâche-là doit être réalisée d'abord par cet agent, puis qu'il va envoyer son résultat à cet agent, et ainsi de suite.
Et c'est très bien adapté pour tout ce qui est automatisation, parce que ça offre une flexibilité dans la construction de ces automatisations, et ça permet de répondre à des besoins qui sont spécifiques, mais tout en maintenant une structure qui est organisée. Enfin, la dernière architecture, qui est plus pour la culture, c'est l'architecture en réseau. Donc ici, c'est la flexibilité maximale. Chaque agent peut communiquer avec tous les autres agents du système. Chaque agent décide avec qui communiquer. Et donc on a une communication complètement distribuée et flexible. Donc ça peut être utile pour certains cas, mais ça peut être difficile à maintenir dans les grands systèmes. Donc on privilégiera plutôt les autres options plus structurées pour avoir plus de contrôle justement. Donc maintenant, on va voir comment les agents ils permettent d'augmenter les automatisations actuelles en rentrant plus en détail sur ce cas d'usage. Donc, pour ce cas d'usage, on peut essayer de garder en tête l'exemple d'une automatisation comme la génération de rapports. Donc, c'est une tâche qui est récurrente auquel font face les entreprises avec des documents qui peuvent avoir plus d'une centaine de pages, qui suivent un template, mais qui peuvent contenir tout un tas de tables, de schémas ou de sections spécifiques adaptées pour chaque client. Et donc cette automatisation elle est complexe et on peut voir que pour l'instant c'est assez compliqué à réaliser. On va voir globalement les automatisations, quelles sont les limites naturelles auxquelles on fait face quand on veut en créer. Alors, d'abord les automatisations sont compliquées à mettre en œuvre. C'est difficile de créer des règles qui permettent de mapper tous les cas possibles pour automatiser un processus. On a une nécessité d'avoir des décisions qui sont dépendantes du contexte pour gérer les cas complexes. Au niveau données, on a aussi souvent une multiplicité des sources de données à croiser pour réaliser une automatisation. Et on a aussi souvent besoin de faire interagir de la donnée structurée, comme de la donnée en base de données par exemple, et de la donnée non structurée, comme des données issues d'autres documents textes, donc par exemple des mails. Ensuite, on fait face à des problématiques de contrôle et de qualité, donc nécessité d'évaluer les résultats obtenus, et difficulté d'intégrer un être humain dans le workflow, donc difficile d'évaluer les automatisations, étant donné qu'elles tournent souvent en arrière-plan, et difficile d'avoir un être humain qui est intégré de manière simple pour pouvoir valider si les étapes se passent bien ou intervenir. Alors on a des solutions actuelles qui sont imparfaites. Au niveau de la complexité de mise en œuvre, quand on a du mal à mapper par exemple tous les cas possibles ou d'avoir des décisions contextuelles, donc d'avoir un raisonnement fin, le choix par défaut c'est souvent de limiter le scope automatisé, donc d'automatiser que certaines parties ou de ne pas automatiser. Et on peut aussi parfois créer des workflows qui sont très complexes pour essayer de modéliser le processus, et c'est compliqué et puis ça nécessite de la maintenance. Sinon, on a l'arrivée des LLM qui a permis de leur déléguer certaines parties pour diminuer la complexité des workflows et faciliter leur mise en place, mais ça reste complexe en l'état. Au niveau des données, pour pallier à la difficulté qu'on a à gérer les multiples sources de données, on a la possibilité encore une fois de ne pas automatiser si trop de sources de données différentes sont en jeu, ou alors de créer des workflows complexes. Et pour faire interagir des données structurées et non structurées, on a la possibilité de faire un travail préliminaire de structuration sur les données pour pouvoir les utiliser dans une automatisation, notamment en utilisant des LLM, on en a parlé au dernier webinaire pour ceux qui étaient présents. Mais ça nécessite une étape supplémentaire. Et au niveau du contrôle et de la qualité, ce qu'on fait actuellement pour les automatisations, pour les évaluer, on a des tests structurés, on analyse les logs, on crée des dashboards spécifiques, donc ça nécessite encore une fois de la maintenance. Et au niveau de l'intégration de l'humain dans le workflow, donc pour avoir du contrôle, si on ne peut pas avoir un humain facilement dans le workflow et que c'est une tâche critique, on ne va pas l'automatiser. Et sinon, on va créer des dashboards complexes, très spécifiques, où l'être humain peut valider certaines étapes, mais encore une fois, c'est du développement supplémentaire. Alors, on va voir comment les solutions agentiques, elles permettent de pallier à ces complexités. Donc, on a des difficultés à mapper tous les cas possibles. L'intérêt de l'agent, c'est qu'il est suffisamment autonome pour gérer le use case. On l'équipe avec des outils, on l'équipe avec une fiche de poste, et il est capable de raisonner et de prendre des décisions adaptées sans qu'on ait besoin de prédéfinir toutes les étapes du raisonnement. Ensuite, au niveau
des décisions qui sont dépendantes du contexte, en fait l'agent il raisonne par définition de manière contextuelle, donc il supporte très bien ces décisions contextuelles. Au niveau des données, si on a tout un tas de sources de données à croiser, plutôt que d'avoir à prédéfinir comment utiliser cette donnée à cette étape, on a une gestion modulaire de l'agent via les tools des différentes sources de données. Donc il est capable de filtrer pour cette partie ou d'utiliser que certaines données. Et les données non structurées, elles sont gérées nativement par les LLM, donc les agents intègrent des LLM, et donc ça fonctionne bien. Au niveau du contrôle et de la qualité, on a une nécessité d'évaluer les résultats obtenus, qui est facilité avec l'utilisation d'agents, parce qu'ils raisonnent en langage naturel, donc on peut les évaluer en langage naturel, en leur disant par exemple que le résultat n'est pas satisfaisant, ou qu'on veut un résultat différent. Et c'est le fait de raisonner en langage naturel, ça leur permet aussi de s'auto-évaluer, donc ce qui baisse aussi la nécessité de nous les évaluer en y mettant du temps. Et au niveau... Excuse-moi Dylan, tu pourrais accélérer un petit peu le temps ça coule et je sais que c'est passionnant, mais essaie de passer comme ça, on ne rate pas la partie d'après. Oui, ça marche. D'accord, merci. Oui. Donc au niveau de la difficulté à intégrer l'humain dans le workflow, on a directement accès au raisonnement du LLM via une interface de discussion. Donc on va voir le second use case, donc le chatbot de gestion des clients. Donc de la même manière, on a des limites actuelles. Donc des limites au niveau de la personnalisation et de l'écoute, difficulté de personnaliser l'interaction parce qu'on doit choisir la langue, le niveau de détail et intégrer tout un tas d'informations sur l'utilisateur pendant l'interaction. On a une difficulté à comprendre fluidement le besoin de l'utilisateur qui est changeant au sein d'une même interaction. Les chatbots, on a une difficulté à les rendre proactifs et pertinents, c'est un des objectifs. Il y a une nécessité de classifier le thème de la requête qu'on donne au chatbot pour comprendre le sujet souhaité et pouvoir filtrer les données et trouver les bonnes données pour répondre. On a un besoin des fois de contextualisation active, donc que le chatbot soit capable de me demander des informations supplémentaires pertinentes à l'utilisateur. Et on veut que le chatbot ait un recul sur la validité de la réponse, donc qu'il soit capable de désambiguer s'il y a des résultats multiples et de ne pas donner de réponse hors sujet, d'être conscient de ses limites. Au niveau capacité, c'est difficile dans un chatbot de croiser les sources si elles sont trop nombreuses. Et les chatbots actuels sont des moteurs de réponse, mais pas d'action. Ce qui peut être frustrant pour les interlocuteurs qui peuvent avoir l'impression de perdre du temps en utilisant un chatbot. Donc, au niveau de la personnalisation, pour l'instant, on utilise des réglages dans l'interface la plupart du temps, où on a la nécessité de préciser à chaque requête les paramètres qu'on veut avoir dans la conversation. Pour la compréhension fluide du besoin, souvent, il y a des choix manuels du parcours dans l'interface utilisateur. C'est encore le cas dans beaucoup de chatbots et c'est pas optimal niveau expérience. Au niveau proactivité, vis-à-vis de la classification du thème, on ajoute des logiques de classification en arrière-plan. De la même manière, pour récupérer des informations supplémentaires qui sont nécessaires, on ajoute des logiques spécifiques pour comparer les informations qu'on a avec celles qu'on veut. C'est du travail supplémentaire et c'est pas optimal. Et au niveau du recul qu'a le chatbot sur la validité de la réponse, pour l'instant, il renvoie surtout quand il ne sait pas des réponses partielles ou qui indiquent la contradiction, mais c'est pas l'optimal. Niveau capacité, actuellement, pour gérer des sources trop nombreuses, on peut avoir des multiples sous-requêtes parallèles assemblées, encore une fois du travail supplémentaire. Et les chatbots actuels, pour leur ajouter des actions, on ajoute de la logique d'action dans la logique conversationnelle, ce qui n'est pas optimal, ou dans l'interface avec des boutons, mais encore une fois c'est pas optimal pour l'expérience utilisateur. Donc l'intérêt des agents vis-à-vis de toutes ces différentes problématiques, ça va être que pour la personnalisation, il suffit de demander à l'agent, il est capable de changer la langue et de retenir les paramètres qu'on a dans l'interaction. Au niveau du besoin, on a une détection de l'intention par le chatbot, il est tourné vers ça et pas juste vers la réponse. Donc on a une meilleure compréhension du besoin. On le verra dans la suite dans la démonstration. Au niveau de la classification du thème, on a une classification native par le chatbot, vu qu'il doit choisir son outil. Il y a un raisonnement, donc on n'a pas besoin d'ajouter de logique supplémentaire. Et au niveau de la capacité du chatbot à demander des informations pertinentes à son interlocuteur en plus de celles qu'il a, il maîtrise ses outils et donc il peut savoir s'il lui manque des informations plus facilement.
Le chatbot, il a maintenant un recul sur la validité de sa réponse parce que il a un recul sur ses outils et il a une capacité de raisonnement. Niveau capacité, la solution agentique elle est aussi meilleure. Avec des sources très nombreuses, les chatbots agentiques gèrent mieux parce qu'ils connaissent les limitations des outils, ils gèrent leurs capacités, sont capables d'utiliser des outils en parallèle, donc on n'a pas à le faire pour eux. Et les chatbots agentiques, niveau action, ils ont un accès modulaire à des outils qu'ils savent utiliser de manière judicieuse, donc ils peuvent réaliser des actions plus complexes pour l'utilisateur. Donc maintenant qu'on a pu voir l'impact que peut avoir un fonctionnement agentique sur ces cas d'usage, on va revenir à un côté plus pratique, à savoir comment accéder à ces technologies. Donc pour accéder aux agents sous forme de solutions clés en main, on a l'écosystème Copilot, qui est notre choix par défaut, de par notre partenariat avec Microsoft, mais surtout de par la qualité de l'offre qu'il propose. Donc l'écosystème Copilot, c'est d'abord M365 Copilot, donc qui est un outil de productivité basé sur l'IA. Concrètement, c'est une licence par utilisateur et par mois. Ça vous permet d'avoir accès à des assistants de productivité directement dans toutes les applications de bureau Microsoft, comme Outlook, Teams, Excel, sans n'avoir à rien développé, ni à rien à paramétrer. C'est vraiment très clé en main. Ensuite, on a les agents Copilot. Donc c'est la deuxième option. Ils sont là pour vous permettre de créer vos propres agents pour vos besoins spécifiques. Et vous pouvez les créer dans un espace qui est dédié, qui s'appelle Copilot Studio, et qui vous donne accès à un grand nombre de connecteurs pour les sources de données, de possibilités d'action qui sont préfaites, ou de possibilités d'intégration pour les publier là où vous le souhaitez. Donc, pour pouvoir créer ces agents, il faut une licence à l'échelle de l'organisation, donc à donner à la personne qui est responsable de les créer et de les gérer. Et les autres membres de l'organisation, ils pourront y accéder sans licence, et le coût en fait de l'utilisation des agents que vous aurez créés, il se fera à l'utilisation, donc au nombre de messages par exemple. Donc pour créer ces agents dans Copilot Studio, vous pouvez le faire de manière déclarative, en leur rédigeant simplement une fiche de poste en texte avant de les publier. Sinon, vous pouvez aussi aller plus dans le détail, dans le paramétrage, donc dans l'interface, et même ajouter des fonctionnalités supplémentaires en développant du code, notamment grâce au Bot Framework. Alors les avantages des agents Copilot, c'est d'abord la facilité de partage et de contrôle, donc la possibilité de créer ces agents une fois et de les mettre à disposition de toute l'organisation, et les possibilités en matière de gestion d'accès et les garanties en matière de sécurité et de protection des données qui sont les mêmes que sur l'écosystème Microsoft, donc vos données sont en sécurité. Et ensuite, c'est des gens qui sont véritablement autonomes, donc c'est possible en tout cas de les rendre véritablement autonomes, vous pouvez automatiser leur déclenchement, que ce soit à intervalles réguliers ou en réponse à un événement, et toute la partie mise en service et scalabilité, elle est assurée nativement, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc il y a tout un spectre de tâches sur lesquelles on peut être assisté par ces agents Copilot, et on voit que ça va du plus simple au plus complexe, de l'assistant qui vous aide à répondre à des questions, à résumer ou à réfléchir, jusqu'à des agents autonomes, qui sont pour l'instant en preview mais qui sont en bon avancement, où là on est vraiment sur un comportement agentique qui est très marqué, donc une vraie autonomie, une vraie capacité à réaliser des tâches complexes, et en passant aussi par tout ce qui est automatisation, donc lancer des tâches à la demande de l'utilisateur. Alors chez LDW, notre gamme de services sur les solutions Copilot, ça peut être sous forme d'audit pour évaluer des cas d'usage, sous forme d'accompagnement sur le développement d'une solution en interne par vos personnels, ou aussi ça peut prendre la forme d'un développement complet d'une solution ou de fonctionnalité pour un cas d'usage. On reviendra plus en détail plus tard dans la présentation de nos offres. Maintenant, pour accéder aux solutions agentiques, c'est aussi possible de développer une solution sur mesure, et on va le voir. Alors, les solutions agentiques sur mesure, elles sont pertinentes en réponse à certaines exigences qu'on peut avoir. Donc soit des exigences en matière de gestion de données, de DPO, des exigences qui sont liées au volume de données, parce que sur de gros volumes, il y a des optimisations qui sont intéressantes à réaliser. On a des exigences qui sont liées à une volonté d'ajouter des fonctionnalités particulières. On a des exigences vis-à-vis de la compatibilité avec vos systèmes existants. Et on a des exigences vis-à-vis des compétences. Donc si vous voulez avoir des compétences de maintien de ces solutions en interne, ou être propriétaire de votre solution, et notamment aussi des exigences vis-à-vis des coûts qui peuvent jouer, dans le sens où les solutions sur mesure, elles ont des coûts de développement, mais une fois qu'elles sont en place, les coûts, c'est essentiellement des coûts d'infrastructure, et ça peut être plus avantageux selon votre cas d'usage par rapport à des coûts de licence. Niveau fonctionnalité, on a un large panel de fonctionnalités, donc toutes les options sur les chatbots, les interfaces personnalisées, l'intégration de tous les types de données,
et les technologies d'ailleurs de lecture des données ou de machine learning, que si vous les avez en interne, c'est combinable et c'est possible de créer des workflows avec ces solutions. L'intérêt des solutions sur mesure, c'est aussi qu'on bénéficie de l'utilisation des derniers frameworks agentiques et donc de construire sur l'existant. Ça s'intègre facilement à l'infrastructure existante vu que c'est sur mesure et ça peut venir à la place ou en complément des solutions Copilot pour avoir des solutions hybrides et sur mesure. Donc chez MDW, notre accompagnement sur les solutions sur mesure, il se fait de la même manière que pour l'accompagnement Copilot. Dans les grandes lignes, on peut vous aider à déterminer les cas d'usage et à les évaluer par de l'audit, réaliser un accompagnement si vous êtes déjà sur un développement, ou sinon développer la solution de A à Z, du POC à la mise en production. Donc maintenant, pour vous donner une idée du type d'interaction qui est rendu possible par les agents, on peut regarder une démonstration. Donc vous me verrez interagir avec un chatbot qui a des fonctionnalités multimodales, donc qui supporte la voix en entrée et en sortie. Et il est chargé du support téléphonique d'une compagnie d'énergie. Donc c'est une démonstration qui est réalisée en peu de temps. Donc l'objectif, c'est surtout que vous puissiez comprendre les fonctionnalités qu'une simple architecture superviseur, comme celle dont on a parlé tout à l'heure, elle permet d'amener un chatbot. Et il faut se rappeler qu'on s'est contenté de lui fournir une fiche de poste et de le doter de quelques outils qu'on n'a pas eu à prédéfinir tout son comportement. Donc je vous laisse regarder. Hello, thank you for calling MAWC Energy. Bonjour, est-ce qu'on peut parler en français? Bien sûr, nous pouvons parler en français. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Est-ce que tu connais la prophétie qui dit que quand on prépare une démonstration et qu'elle marche très bien, dès qu'on veut la montrer à quelqu'un, elle se met à bugger? Ah, la classique loi de Murphy. Il semble que les démonstrations aiment agir de cette façon. Mais revenons à votre question. Comment puis-je vous assister concernant nos services? Alors idéalement, j'aimerais bien réduire ma facture d'énergie. Pour réduire votre facture d'énergie, nous pouvons envisager plusieurs options. Souhaitez-vous que nous examinions d'abord votre contrat actuel pour voir quels changements pourraient être bénéfiques ou préférez-vous obtenir des informations sur nos différents tarifs et options? J'aimerais bien savoir déjà combien je paye. Est-ce que tu as accès à ces infos? Bien sûr, pour que je puisse accéder à vos informations de facturation, pouvez-vous me fournir votre numéro de contrat, s'il vous plaît? Ah, par contre, j'ai pas mon numéro de contrat. Tu peux me retrouver? Oui, je peux retrouver vos informations de contrat avec votre NIF et votre adresse. Pourriez-vous me les donner? Alors, mon NIF, c'est le 11121112112 et mon adresse, c'est le 8 rue Félix à Lyon. Merci pour les informations, Dylan. J'ai retrouvé votre numéro de contrat, c'est le B2514 et vous êtes actuellement sur le tarif heure creuse en France. Voulez-vous que je vérifie votre dernière facture ou souhaitez-vous des informations sur d'autres options tarifaires? Oui, j'aimerais bien savoir combien j'ai payé. Votre dernière facture s'élève à 84 €. Y a-t-il autre chose concernant votre contrat ou votre tarif que vous aimeriez savoir? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres offres auxquelles je peux souscrire qui peuvent me permettre de payer moins cher? Différentes offres sont disponibles chez ABC Énergie en France. Tarif Pay as you go. Idéal pour ceux qui utilisent l'électricité de manière occasionnelle. Vous payez uniquement ce que vous consommez sans engagement à long terme. 2. Tarif heure creuse. Vous êtes déjà sur ce tarif, qui est conçu pour ceux qui passent la majorité de la journée à l'extérieur. Il propose des tarifs plus bas durant les heures creuses, le soir et la nuit. Tarif Star. Parfait pour les ménages ayant une haute consommation d'énergie. Ce plan propose généralement des avantages tels que des tarifs fixes ou des... Oui. Le tarif Pay as you go, ça peut être bien pour moi. Tu pourrais me dire combien j'aurais payé si j'avais le tarif Pay as you go? Si vous aviez été sur le tarif Pay as you go ce mois-ci, votre facture aurait été de 43 € au lieu de 84 €. Cela représente une économie significative. Ah oui, d'accord. Dans ce cas, je suis intéressé. Est-ce que c'est possible de souscrire à cette offre? Oui, vous pouvez souscrire au tarif Pay as you go. Pour procéder à la souscription,
j'aurai besoin de votre consentement enregistré. Voulez-vous continuer avec cette souscription? Non, finalement, je préfère ne pas être enregistré. Est-ce que tu peux me passer un interlocuteur? D'accord, vous pouvez parler avec Marc ou Sarah, que vous connaissez déjà et qui sont disponibles pour vous assister. Préférez-vous parler à l'un d'entre eux? Oui, je vais continuer avec Marc, s'il te plaît. Très bien, je vais vous mettre en contact avec Marc. Un instant, s'il vous plaît. Un petit arrêt parce que ça a été vite, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées derrière. Donc globalement, vous voyez que j'ai pu changer la langue de l'interaction par une simple demande plutôt qu'avec un bouton dans l'interface qui est pratique au téléphone. Qu'avec une demande ambiguë, le chatbot il a mentionné des options correspondantes parmi ses outils. J'ai pu m'authentifier sans avoir mon numéro de contrat via une autre méthode qu'il a proposée. Il a gardé en mémoire mes informations pour s'en servir plus tard. Il est capable, quand je parle de dernière facture, il a accès à la date du jour et d'être capable de chercher en base de données le dernier contrat qui correspond au bon mois. Il fait cette requête. Ensuite, on voit qu'on peut interrompre le chatbot, donc ça c'est plus de l'ordre de l'interaction, que malgré une détection imparfaite de mon audio il arrive quand même à comprendre mon intention. Et il me donne aussi accès au processus de consentement ou de KYC. Donc ça peut être pratique pour souscrire. Et il a accès à l'historique de mes interlocuteurs et de leur disponibilité pour pouvoir me passer ceux avec lesquels j'ai bien interagi et qui sont disponibles. Donc, voilà pour la démonstration. Voilà. Et du coup, voilà pour la démonstration. Donc avant de passer aux questions, on va récapituler les grands points de cette présentation rapidement. Donc la définition d'un agent, qu'on a pu voir. Les agents utilisent les LLM comme moteur de raisonnement. Il y a différents types d'agents en fonction des capacités qu'on leur donne et on peut les équiper de manière modulaire des sens qu'on veut et des outils qu'on veut. Il y a la possibilité d'augmenter les use cases actuels, donc automatisation, assistant et chatbot avec de l'IA agentique, tout en gardant le contrôle sur la solution. Et les agents, on peut y accéder à cette technologie via des solutions qui sont clés en main ou des solutions sur mesure. Voilà. Donc si vous allez recevoir la présentation par mail comme on l'a mentionné. Donc si vous êtes intéressé par plus d'informations, vous pouvez en demander en réponse à ce mail par exemple ou directement en contact avec Lamia. Voilà, maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester, c'est le moment. Je pense qu'on a été un peu long, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Juste pour information, nous proposons aussi des formations, que ce soit et d'accompagnement sur Copilot Microsoft 365 en format d'une formation une journée, mais personnalisée. Ça veut dire que les prompts sur lesquels vous allez être formés, ça dépend de votre métier et vos usages pour avoir un meilleur ROI sur les copilotes. Next, s'il te plaît, Dylan, on le fait aussi en format un peu plus long, en 3 jours de formation avec des prompts spécialisés pour vous, créés de l'engineering prompt créé pour vous. Et la troisième option d'offre que vous pouvez, qui est packagée, c'est vraiment ça, c'est un peu plus large, un petit cadrage pour identification des cas d'usage ensemble. On va prioriser les cas d'usage et à côté de chaque cas d'usage, comme vous avez vu, il y a plusieurs possibilités pour répondre à un même besoin. On vous conseillera par rapport à notre expertise, etc., pour vous dire ce cas d'usage, Copilot plus un agent ou 2 agents, ça répond aux besoins. Sinon, c'est du Copilot Studio ou alors c'est du sur-mesure comme Dylan nous l'a expliqué avec Azure OpenAI. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.